Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une position complexe que j'ai jouée à Aachen, donc à la première ronde du Charlemagne Open, donc le tournoi principal, enfin. On peut considérer que le principal est le championnat du monde de double, mais le tournoi individuel principal, on va dire, contre un adversaire qui peut-être se reconnaîtra. Mais avant d'analyser cette position, un petit point d'actualité. Quand je dis l'actualité, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de politique. Je vais vous parler, bien sûr, du championnat du monde par équipe, dans laquelle, bien sûr, la France présente une équipe, comme chaque année, championnat du monde online. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs, je crois qu'il y a 197 joueurs, donc c'est des équipes de 5 minimum, et ça va parfois jusqu'à 7, donc faites le compte, ça fait pas mal d'équipes quand même. Et la France présente une équipe, la Fédération française en tout cas, dont j'ai l'honneur d'être le capitaine pour la deuxième année consécutive. Alain Babillon, qui est sans doute la personne la plus qualifiée, n'étant pas membre de l'équipe, il m'a laissé, n'ayant pas souhaité jouer cette année, il m'a laissé le capitanat. Et donc je suis assez fier, écoutez, de pouvoir gérer cette équipe. Alors, quand je dis gérer, je ne fais pas grand-chose en fait. Je donne à peu près l'ordre des boards à chaque ronde. C'est pas moi qui ai sélectionné les joueurs. Et en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, ce que je fais ne se verra pratiquement pas. Et j'espère que ça ne se verra pas du tout et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors les joueurs vous sont connus, je pense. Donc moi-même, Stéphane Chenevière, président de la Fédé, un très bon joueur. Olivier Croisille, pareil, un des meilleurs joueurs français. Je pense qu'il est ancien champion de France, voilà, connu de tout le monde, je pense. Éric Bénichou, ancien président, aussi un très bon joueur. En fait, il n'y a que des bons joueurs, je ne sais pas pourquoi je dis un très bon joueur à chaque fois, c'est une évidence. Nicolas Sécry, c'est le petit nouveau, il s'est qualifié pour le groupe France via ses résultats, tout simplement. Et donc, il est membre de l'équipe cette année. Et Evan Bourgnon, bien connu aussi. Alors, une petite note sur les positions. Les positions sont quasiment dans l'ordre du BMAB, à l'exception d'Evan. En fait, le 6e joueur irait peut-être le remplaçant. Mais c'est un poste très stratégique, en fait, parce que, évidemment, on va tourner. Il est hors de question que je fasse jouer les 5 mêmes à chaque fois. Donc, on va tourner à chaque ronde. Moi, je vais sortir comme les autres. Tout le monde va sortir, tour à tour. On s'autorise, si un jour il y a une ronde vraiment stratégique, à faire jouer les 5 plus en forme, mais bon, en général on va tout le temps tourner. Et du coup le remplaçant jouera à la place, donc au numéro si vous voulez, de celui qui sort. Donc mettons que je sorte par exemple, et qu'on tombe contre l'Allemagne, il faudrait quelqu'un qui puisse affronter Dirk Schimann. Bon, pour dire les choses. Et donc, c'est un poste assez stratégique qui doit être capable de jouer un peu à toutes les rondes. C'est pourquoi Evan, qui est quand même un joueur fort et expérimenté, se trouve en 6e position, ce qui n'est pas son rang dans l'ordre protocolaire, si vous voulez, mais ça nous permettra de le faire jouer à diverses positions. Voilà. Donc, belle équipe. On a également de beaux adversaires. Vous voyez l'équipe d'Allemagne, par exemple, Dirk Schimann, Volker Sonnabend, etc. Vous avez l'équipe danoise, là, avec Rasmussen, Thomas Mühr, Lars Trabolt, Sten Mikkelsen, Pia Jepsen, une des 2 meilleures joueuses du monde. Elle n'est peut-être pas très connue de ce que je vais appeler le grand public, s'il y a un grand public au backgammon, mais c'est une très très forte joueuse. Voilà, et tout un tas d'équipes un peu moins connues. Bon, l'équipe italienne avec une palanquée de grands maîtres également. L'équipe danoise un peu plus faible qu'habituellement, mais tout de même assez costaud, etc. Bon, je vais pas toutes vous les faire, mais on a des adversaires coriaces et ça va être intéressant. Donc c'est triple élimination sur 5 boards. Donc on va jouer en fait jusqu'à avoir perdu 3 matchs ou jusqu'à avoir gagné le tournoi, que tous nos adversaires aient perdu 3 matchs. Et
voilà, on joue un match sur 5 boards, et si une des deux équipes marque 3 points, elle a gagné. Hein. C'est un système assez simple. Voilà. En parallèle de ça, il y a aussi l'équipe féminine, hein, qui est ici, emmenée par Tania Klimova, avec aussi des noms qui sont connus. Je ne vais pas les détailler parce que je vous avoue que je ne connais pas tout le monde. Mais bon, voilà, on a aussi une équipe féminine qui va dignement représenter la fédération et ses membres. Voilà. Revenons à la position du jour. Alors, la position du jour m'est échue, n'est-ce pas, lorsque, lors de la première ronde, contre un adversaire donc forcément que je ne connaissais pas, il y a 0-0 match en 13. Hein. J'ai pas d'informations particulières. Je le dis parce que c'est le genre de position qui est un peu effrayante, donc il y a certains adversaires où, si on sent qu'ils sont un peu couards, n'est-ce pas, on a envie d'envoyer sans même se demander si c'est vraiment un double, hein, avec l'idée que de toute façon il pourrait bien passer. Hein. Bon, j'ai pas cette information, je connais pas mon adversaire encore, et donc j'essaie d'évaluer objectivement la position. Qu'est-ce que ça vaut? Je vous laisse un peu réfléchir quand même. Voilà, mettre vidéo sur pause rapidement. Je vais dire des trucs. Ok. Alors, il y a deux choses qui sont un peu frappantes. Pourquoi on a envie de doubler déjà? Alors si je peux faire vous faire l'historique, j'ai déjà hésité à doubler. J'avais déjà quelques infos, mais j'ai déjà hésité à doubler au coup précédent dans cette position. Ou celle-ci, j'ai un doute. Bon, dans une position de ce type. Bien, au coup d'avant, j'avais pas doublé. Pas redoublé, le vidéo est à 2, hein, important. Et alors, plusieurs choses. Première chose, c'est que si je fais un 6, c'est un cache-œil. C'est-à-dire que ce sera un double passe sur pratiquement toutes les réponses adverses, à l'exception de double 4, et d'un coup qui frapperait 4 et 6 si ce pion n'a pas bougé. Bon, ça c'est une première chose. Mais bon, ça c'est 11G. C'est même 11G, moins les fameux double 4, etc. Donc on va dire un peu moins de 11 scénarios sur 36. Bon. D'autre part, si je ne fais pas le 6, à lui de jouer, il a quelques mauvais G. Il a quelques bons G aussi. Les bons G sont les 4. Hein. Traditionnellement, on sait que il fait un 4 avant que je fasse un 6 environ 40% du temps. À supposer que la position soit statique, hein, ce qui n'est pas le cas, puisque son board peut se dégrader, comme je vais en parler dans quelques secondes. Mais, bon, il a tout à fait le droit de faire un 4 avant que je fasse un 6, en tout cas. Et dans ce cas-là, j'ai une faiblesse qui pourrait bien rester là pendant quelques coups, et qui lui permettra de s'appuyer dessus pour gagner plus de parties, c'est-à-dire que il suffit pas qu'après qu'il soit rentré, je rentre dans les 3 ou 4 prochains coups, puisque il a le temps de frapper ça, voire parfois de gagner quelques gamons, si on considère que je peux me retrouver avec 2 hommes à la barre, et ces 5 pions à l'extérieur. Donc ça c'est un point un peu négatif, là, ce pion ici. Je pense qu'une position similaire, mais comme ceci, j'aurais pas eu beaucoup d'hésitation à doubler. Peut-être même dans la position précédente avec le pion là. Mais cette faiblesse stratégique, si vous voulez, à plus d'un titre en plus, parce qu'il y a aussi un scénario où mon adversaire se retrouve bloqué ici. Bon, pas trop développer cet aspect-là, mais disons déjà, cette faiblesse très compréhensible de pouvoir se faire frapper une fois qu'il est sorti n'existe pas. Le 4 et 6, c'est pas du tout le même tirage, par exemple, du côté adverse. Voilà. D'un autre côté, sur Megala, il a aussi des mauvais G. Mais c'est là qu'une analyse concrète de la position est requise. Et on voit que les 6 sont tués. C'est-à-dire que s'il fait un 6, bah, il joue pas. S'il fait 6-5, il joue pas. S'il fait un 5, il joue pas non plus. Et donc, on peut penser que son board se désagrège un peu plus lentement que la normale. C'est ce que j'avais en tête quand j'ai décidé de ne pas doubler. Ce qui est un jugement un peu superficiel,
de la position. En fait, j'ai comparé avec des positions que je connaissais, qui sont des positions de ce type, où là, mon adversaire a le 6 pour sortir, mais le 4 pour ouvrir. Et dans la position en présence de laquelle nous sommes, ce n'est pas le cas. Il a le 4 pour sortir, mais pas le 6 pour ouvrir. Bon. Ce faisant, j'avais oublié quelques détails. J'avais oublié que les 6 et les 5 viennent souvent avec un autre dé. Alors bien sûr, double 6, double 5 et 6, 5, c'est vraiment galin. Mais 6 As, eh bien, il doit trouver un As à jouer. 6, 4, ça frappe. Bon. Mais 6, 3, 6, 2 et 6 As ouvrent en laissant une frappe. Et il doit être clair pour un joueur expérimenté que cette position est un pass. Je menace de faire un 5, et même si je le fais pas, je suis bien, en gros. De plus, c'est la même chose avec les 5. 5-1, 5-2 et 5-3 laisse une frappe. Les petits tirages, comme 3-2, 3-1, et bien sûr double 3, double 2, double 1, 2 et 1, tout ça ouvre au moins une porte, parfois deux portes, et me donne une position très confortable. Est-ce vraiment un pass dans tous les cas? Après 2 et 1, est-ce un pass? À la limite, on n'a pas besoin de le savoir. On sait qu'on aura au moins un double très très fort. Et il est clair que sur double 3, sur 6 et 1, sur 3, 5 et 3 par exemple, c'est des passes assez conséquents. Bon. Autre information, j'ai parlé du gammon adverse qui est transparent dans la mesure où ce pion traîne. Et on a un peu rapidement oublié qu'on avait nous aussi du gammon. Alors d'une part parce qu'il peut mettre des pions en prise en tirant 6 et 1, mais aussi parce que une fois que je rentre, après avoir envoyé le vidéo à 4, eh bien, déjà il aura rapidement des mauvais 4, puisque ça va pas tenir éternellement. Donc ça risque de se retrouver comme ça, et les 4 vont jouer ici, de manière forcée. Donc c'est pas parce qu'il a une encre qu'il va pas être gammon. Et d'autre part, dans tout ce type de position, je peux envisager, alors peut-être un peu plus tard dans la partie, quand son board sera vraiment écroulé, de jouer ce qu'on appelle le trap play, donc le jeu de piège, en lui laissant des mauvais, par exemple en enlevant ceci, mettons que je tire 5 et 4 et que je joue comme ça, pour forcer les 6 à sortir. Donc tout ça, c'est des scénarios dans lesquels je peux envisager de faire un gammon. Et je présente que le cas où je n'ai pas frappé un pion là-haut. Notez que je peux frapper le troisième pion. Revenons à la position initiale. C'est pas encore très clair dans mon esprit. Est-ce que j'ai pas oublié un détail? Voilà, moi j'ai des bons 6, mais lui il a des bons 4. Il y a une différence. Il y a une chose importante, c'est qu'il y a 4 G chez lui qui sont pas des bons 4. Qui sont à moitié des bons 4 si on veut. Puisque 4-1 et 4-2 ouvrent quand même le board, bien que ce soit des 4. Ça a l'air de pas grand chose. Hein. Et en fait, ça fait toute la différence. En fait, le réservoir de timing dont dispose l'adversaire, ce pion, la position a presque l'air pire, mais c'est une illusion d'optique. Parce qu'on n'ouvre pas en tirant 2 gros G. Souvent, on ouvre en tirant 4 et 3 dans cette position. Bon. La 4 et 3, ça ouvre pas, vous voyez. Non. On ouvre en tirant un gros G et un petit G. Principalement. 6-1, 5-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, etc. Bon, là, on ouvre avec 3-2. Mais après tout, ici aussi, on ouvre avec 3-2. Hein. Le seul effet d'un pion comme ça est de protéger les rouges, dans cette position, dans celle-là, c'est à peu près pareil, des tirages comme 6-3, comme 6-1, qui va pouvoir jouer. Et c'est pourquoi il y a une grosse différence entre une position comme ceci. Attendez une seconde. Qui n'est pas un double.
Là, encore moins. Ou même une position comme ceci, protégeant des As et des 2. 6-1, 6-2, vous voyez, sont jouables pour l'adversaire. Bon, là on commence à s'approcher. Peut-être que si je fais des roll-out, ça va devenir un double. Mais, quand bien même ce serait un double, c'est assez petit. Hein. C'est pas quelque chose de transcendant. Et dès qu'on s'approche, là déjà les 6-2 et les 5-2 sont des coups qui ouvrent. Hein. Également 4-2. Là on a un double, beaucoup plus clair. La réserve de temps, ça me nuise. Et dans la position qui nous occupait, on obtient un gros double. Alors des roll-out montrent même que c'est un léger pass. Bon alors c'est dans la marge d'erreur. Hein. Si des roll-out un peu plus poussés ou un peu mieux paramétrés que ce que je fais moi prouvaient que c'était un léger take, ça ne changerait pas beaucoup ma vision de la position. En tout cas, c'est un très gros double. Et c'est dû à ce manque de timing qui fait que 6-1, 6-2, 5-1, 5-2 sont des mauvais jets, 4-1, 4-2 également. Ce qui montre une fois de plus l'importance de considérer concrètement les jets possibles dans la position et non pas abstraitement se dire bah, les 6 ou les 5 sont tués. Hein. Oui, les 6 ou les 5 sont tués. Mais vous allez tirer 6 et quelque chose la plupart du temps. Alors, vous tirez double 6, c'est vraiment tué. C'est à prendre en compte. Mais croyez pas que tous les 4 sont bons. Non. 4 et 1 et 4 et 2 ne sont pas bons. Voilà des choses concrètes. Bon, vous noterez l'écart entre l'évaluation du plus hein, et ce que je viens de montrer en roll-out. Ça prouve qu'on ne peut pas totalement se fier au plus. Hein, dans des positions compliquées comme ça, ça joue un peu à long terme, il faut faire appel au roll-out hein, pour avoir une vision plus claire de la situation. Donc, pour en revenir à ce que je disais, ce type de position n'est pas un double, parce qu'on a beaucoup moins de cacheurs que dans l'autre cas, puisque les cacheurs sont non seulement les 6 que l'on tire, mais aussi les mauvais jets, comme 6 et As. Voici un cacheur, hein. Ça c'est un pass assez colossal, hein, avec un gammon important. Voilà. Et notez aussi, comme je vous avais plus ou moins annoncé, qu'on a du gammon, 13%, mais que l'adversaire n'est pas en reste, avec 9 et quelques pourcents de gammon. C'est dû à ce petit pion. Et comme je vous l'avais suggéré, une position où cette porte serait fermée serait un gros double, y compris avec cette défense de timing. Donc le take adverse est conditionné à la fois donc au 6 et 5 tués avec réserve de timing. Bon, il n'est pas impossible que ceci soit aussi un take, hein, donc on va considérer que à tout le moins c'est pas loin. Et à cette possibilité de faire gammon et aussi de se frayer un chemin plus facilement. Je rappelle que s'il tire 4 et 6, il fait un 4, je refais gala, je dois avoir un homme à la barre en bleu. Je refais gala, là j'ai quand même beaucoup d'expérience de gain, parce qu'une fois de plus, 6-1, 6-2, et des choses comme 4-2 par exemple, regardez comme c'est mignon, vont encore ouvrir le board. Donc cette combinaison de 3 portes n'est pas anodine en fait. Hein, considérez double 3 aussi. Considérez... qu'est-ce que je peux considérer 5 et 1. Bon. En fait, ce petit blocage est beaucoup plus fort qu'on ne se l'imagine. On s'imagine que le pion va passer très facilement. Et c'est pas tout à fait vrai. Hein. Sans compter le fait que ce deuxième pion doit faire un 4 à un moment ou à un autre. Hein. Bon, si on tire 4 et 1, c'est pas un mauvais jet, mais on est obligé de le jouer là. Bon. Ok. Bon, j'espère vous avoir appris quelques trucs sur ces positions. Donc c'est une erreur de ma part. Hein. Je ne me suis pas rendu compte que cette position, où c'est pas un double, mais de peu, et cette position était très différente, où c'est un pass, vraisemblablement. Bon, je pense que si je faisais des roll-outs, cette position deviendrait un double, hein, mais, très honnêtement, mais bon. Allez, admettons, cette position n'est pas un double, nettement.
Et cette position est un pass, ou en tout cas très proche d'un pass, si on en croit les roll-out. Je ne me suis pas suffisamment rendu compte de la différence devant le board, et j'ai roulé un coup de trop, alors que j'avais correctement décidé de ne pas rouler dans cette position, de ne pas doubler, pardon, dans cette position. J'ai raté un double important dans celle-ci. Pour la petite histoire, j'ai fait gala, mon adversaire a fait double 4, et je me suis dit, j'ai vraiment bien fait de ne pas doubler. Quel bon joueur je suis. Voilà. Alors après, on ne sait jamais, il est tout à fait possible que votre adversaire trouve un pass ici, en fait. Il n'a pas besoin d'être si conservateur que ça, parce qu'il y a beaucoup de mauvais jets, et il peut s'en rendre compte. Hein. Et ce petit détail, finalement, bon, est peut-être évident pour un joueur un peu expérimenté, mais le sera beaucoup moins en fonction du niveau de votre adversaire. Bon, en l'occurrence, moi, je jouais un joueur que je ne connaissais pas, mais qui venait de loin, à la première ronde d'un grand tournoi international, dont le niveau était, je le savais, très relevé. Donc, j'ai supposé que c'était un très bon joueur. Hein. Donc, je me suis pas amusé à faire des bluffs à la première partie, hein, ça c'est sûr. Mais en réalité, en y réfléchissant plus, cette position est tout à fait passable pour un bon joueur. La preuve, c'est que c'est peut-être un pass. Il semblerait qu'Extreme Gammon veuille passer en roll-out. Donc, cette dimension de provoquer un pass n'est pas du tout absente, hein, même si vous ne savez pas exactement si c'est un double, en fait. Bon. Mais pour ça, il faut évaluer correctement la position, faire une liste plus complète des jets que je ne l'ai faite, et se rendre compte que finalement les bons jets adverses, sur Gala, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Nommément, il y a double 4, 4-6 bien sûr, 4-5 et 4-3. Tout le reste sont des mauvais jets en fait. Hein, même 4-2, 4-1, alors on peut arguer que c'est pas des jets si mauvais que ça. Quelle serait l'évaluation après 4-2 d'ailleurs, à votre avis? Pas facile, hein. J'en sais rien. Ok, léger passe. Gros passe. Bon, donc 4-2 est un mauvais jet, objectivement. C'est un jet qui provoque un pass manifestement plus large qu'au coup d'avant. Hein. Ça n'a rien d'évident. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a la moitié des jets qui font gala. Mine de rien, il a aussi un peu de gammon. Bon, ça n'a rien d'évident. Mais on peut se rendre compte que les 5 frappes, que double 6, 6-2, 6-1, même 6-3, 6-5. Alors 6-5, ça frappe déjà là-haut. Bon. Vont frapper, que si on fait ne serait-ce qu'un 6, on contrôle très bien, que ce pion à l'arrière va avoir du mal à circuler. Bon, c'est pas... En tout cas, le double est facile à trouver, je pense. Le pass est peut-être trouvable pour des bons joueurs. Je suis pas sûr que je passerai moi-même. Enfin, comme j'ai la réponse, c'est difficile de réfléchir avec l'esprit clair. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Après double 4 de mon adversaire, j'ai tiré 6 et As, donc j'ai quand même gagné cette partie. J'ai perdu le match à la fin, mais j'ai quand même gagné cette partie. Sans avoir doublé. Bon. Enfin, sans avoir doublé au bon moment. Voilà. Souhaitez-nous bonne chance pour l'équipe de France online. Je vous dis à la prochaine, et surtout, ne faites pas trop de blunder.